Voilà, écoutez, on démarre et puis j'ai Romain Guibert, Chambre d'agriculture, responsable du pôle bovin, et j'ai simplement l'honneur d'accueillir et de recevoir Pierre-Marie Aubert, qui dirige donc le programme politique agricole et alimentaire à l'IDRI. Donc l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et notamment auteur de travaux sur le développement durable et d'un scénario dit TIFA, donc 10 Years for Agroecology in Europe. Donc on est sur un périmètre européen aussi, dans la réflexion et dans les travaux que Pierre-Marie va vous faire découvrir à travers la conférence là, qui va environ 3/4 d'heure, etc., avant un temps de débat avec l'assistance. Donc je te remercie, puis je te cède la parole. Super, merci beaucoup. Alors, attends, je mets juste un petit chrono. Bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Merci à Bertrand et Julien pour l'invitation, à toute l'équipe pour l'organisation. Donc, j'ai la lourde tâche d'essayer de conclure cette journée ou d'ouvrir cette journée. Je crois que c'est plutôt ça l'idée. Peut-être juste 2 mots pour dire d'où je parle. Donc, l'IDRI, c'est un think tank sur les questions de développement durable. On a une double mission. On a une mission de production de connaissances et une mission d'animation du débat. Débat public, débat politique. Et donc on passe beaucoup de temps avec les acteurs de terrain, avec les acteurs politiques, avec le monde agricole pour ce qui me concerne. Et donc à l'IDRI, moi je dirige le programme politique agricole et alimentaire, qui est une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent à la fois sur le niveau français et sur le niveau européen. Et ce que j'ai coutume de dire, c'est que le mandat que nous confie le conseil d'administration de l'IDRI, c'est de contribuer à animer un débat public, un débat politique sur l'agriculture à travers des travaux de prospective. Les travaux de prospective, c'est des travaux qui explorent le futur du système alimentaire. Et on essaie pour faire ça, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer ce soir, de combiner 3 dimensions. Une dimension physique, où on se demande finalement, mais à quoi ressemblerait un système alimentaire qui resterait dans les limites planétaires? Ça, c'est la première question qu'on se pose, la première dimension d'analyse dans nos scénarios. Et puis on a une deuxième dimension d'analyse qui est une dimension économique. Si un système alimentaire qui est dans les limites planétaires, ça ressemble à ça en termes de surface cultivée, de cheptel et de consommation alimentaire, ça pose quelles questions sur le coût de l'alimentation, le revenu agricole, le nombre d'emplois dans les filières, en dehors des filières. Et puis il y a une troisième dimension politique qui est finalement, qui vise à répondre à la question, mais si on est capable d'identifier un système alimentaire qui est bon pour les limites planétaires et qui est bon pour les hommes et les femmes qui en vivent et pour ceux qui, tous les jours, ont besoin de l'agriculture, c'est quoi les conditions politiques qui permettent d'y aller? Donc notre métier à l'IDRI, c'est ça, c'est d'animer le débat autour d'une transformation de l'agriculture dans ces 3 dimensions-là, agro-environnementale ou physique, socio-économique et politique. Et on fait ça évidemment parce que si vous êtes là, c'est parce que vous en êtes certainement convaincu. Le système alimentaire, il est au cœur des questions de durabilité qui sont les nôtres, climat, biodiversité. Ça parle beaucoup de mode de vie. En fait, ce qu'on mange tous les jours, vous le savez, c'est un enjeu fondamental du système alimentaire et de ses impacts. Et c'est des questions économiques centrales. Mais, et ça aussi, vous le savez, vous le vivez, on l'a vécu cette année en France et en Europe plus généralement, c'est un sujet de tension politique de plus en plus forte, qui a besoin, en fait, il me semble, d'être apaisé dans des discussions qu'on essaye les plus constructives possibles. Et ça se voit à toutes les échelles. C'est local, c'est national, c'est ce qu'on a vécu, c'est européen, mais c'est aussi international, la crise ukrainienne étant une illustration. Et donc, la question qu'on peut essayer de discuter aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de réponse facile, mais c'est, il y a quoi comme voie pour les mondes agricoles et pour l'action collective autour de ça. Donc, ce que je vais faire dans le temps qu'on m'a proposé, c'est quand même de démarrer, alors ça va peut-être vous paraître un peu stratosphérique, mais je vais quand même démarrer par poser quelques éléments du contexte international, à la fois sur le plan politique et sur le plan quelque part très physique. En fait, c'est quoi les enjeux auxquels on doit répondre pour que la planète elle reste à peu près vivable, et quelles sont les solutions qu'on a identifiées. Ça me permettra de venir, j'irai assez vite, mais sur les questions que ça pose pour l'Europe et pour la France en particulier. Et je reviendrai sur l'importance de l'élevage
Je pense que vous en êtes tous convaincus ici qu'on a besoin d'élevage pour faire la transition. Mais de quel élevage on parle? Eh bien, c'est ça que j'essaierai de traiter pour atterrir en fait sur la question du rôle de l'Union européenne. Et on verra que ce rôle, il est double. Il faut à la fois que l'Union européenne ait des politiques publiques qui vont contribuer à transformer son agriculture. Ça, c'est sa contribution aux équilibres, on va dire, environnementaux mondiaux. Mais l'Europe, et à travers elle la France, elle a aussi un rôle de leadership européen, mondial, pardon. Et c'est une question politique qui est de plus en plus compliquée à instruire, et on y viendra. Voilà, et donc je terminerai en disant concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas la réponse, mais j'essaierai d'amener des éléments concrets. On a eu la chance, pendant 18 mois quasiment, de travailler à l'IDRI et avec d'autres collègues think tank, avec les 3 interprofessions de la viande, Envol, Inapor et Interbev, pour essayer de réfléchir à comment on pouvait accompagner les transformations des filières animales qui soient les plus vertueuses environnementalement, mais qui soient aussi viables et pertinentes d'un point de vue économique. Évidemment, on n'a pas trouvé toutes les réponses, je l'ai dit au moins 5 fois depuis que j'ai commencé en une diapo, mais je pense qu'on a permis de mieux se comprendre et d'apporter des éléments de discussion utiles. Là, typiquement, dans le plan de transformation de l'élevage ou dans le plan pour l'élevage qui est en train d'être construit au niveau du gouvernement. Voilà. Donc les enjeux globaux, je vais être rapide ici, mais en 2019 déjà, l'IPBES, donc la plateforme internationale intergouvernementale sur la biodiversité, nous disait que finalement l'agriculture c'était le facteur principal et la première victime de la perte de biodiversité, à la fois du fait de l'extension des surfaces agricoles au détriment de surfaces à haute valeur de biodiversité, mais aussi du fait de l'intensification des pratiques agricoles qui ont un effet très fort sur la biodiversité. Et en même temps, ces pertes de biodiversité, elles ont un effet délétère pour les agriculteurs et les agricultrices tous les jours, dans le sens où cette biodiversité elle a un rôle essentiel de facteur de production. S'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de productivité agronomique dans les champs. Et donc, c'est à la fois facteur et victime. Dans la même année, on a eu un rapport spécial de la plateforme intergouvernementale sur les changements climatiques, le GIEC, sur un rapport spécial dit des terres, qui nous montre la centralité de ce secteur des terres pour le changement climatique, à la fois parce que les impacts sont déjà là, et vous le vivez tous les jours pour ceux qui sont agriculteurs, parce que c'est aussi un contributeur important aux émissions totales, mais c'est aussi un secteur qui peut permettre de développer une offre de biomasse qui va se substituer au carbone fossile, tout simplement. Et c'est aussi un secteur qui permet de séquestrer du carbone, c'est-à-dire de soustraire du CO2 de l'atmosphère. Et puis, on a évidemment dans cette équation-là une équation nutritionnelle et alimentaire, avec ce qu'on appelle le triple fardeau nutritionnel, où en fait, on a à la fois des pays et à l'intérieur des pays, en France notamment, des gens qui n'ont pas assez à manger, mais aussi des déficits micronutritionnels et de l'obésité. Voilà. Et puis, les enjeux économiques sont centraux autour du système alimentaire. Donc, je passe rapidement. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'autour de ces enjeux-là, on a déjà identifié pas mal de leviers, du point de vue technique. Économiquement, politiquement, c'est une autre histoire. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de discuter. Évidemment, le premier élément, le premier ensemble de leviers, c'est les leviers qui touchent l'adaptation. On doit maintenir le potentiel productif et le capital productif de nos agrosystèmes. Dans cette histoire-là, dans les leviers qui permettent de faire à la fois de l'adaptation et de réduire les émissions, on en a 3 qui sont particulièrement centraux. Je reprends ici les travaux du rapport spécial du GIEC sur les terres, qui nous dit premièrement, en fait, si on prend une vision macro, globale, l'accroissement de la productivité agricole, ça reste un élément central. Mais cet accroissement, il doit être durable. Et ça pose une question pour l'Europe de l'Ouest, dans laquelle on est ici, puisqu'en fait, chez nous, quand vous regardez cette carte, alors vous la voyez peut-être pas tous très très bien, cette carte, c'est une carte mondiale qui vous présente en fait les écarts entre les rendements actuels constatés et les rendements potentiels maximum. Et toutes les zones en vert sur cette carte, c'est les zones dans lesquelles on est très très près des potentiels maximum. C'est-à-dire les zones où finalement les gains de productivité, ils sont assez faibles. Et en fait, quand le GIEC nous dit l'enjeu c'est d'accroître la productivité, un enjeu fort c'est l'accroissement de la productivité, il ne parle pas de chez nous. Il parle de toutes les zones en rouge sur la carte. Chez nous, on est en vert, on est à 95% des potentiels agronomiques. Et on est en stagnation, on va le voir juste après.
Donc chez nous, l'enjeu, c'est la restauration et le maintien du capital productif. Et l'enjeu, c'est que tout ce que nous, on a développé et qu'on sait faire, on puisse le mettre à disposition dans toutes les zones de cette carte qui sont rouges. Ensuite, désolé, c'est pas joli ici, le deuxième levier qui fait consensus et sur lequel il y a un enjeu, il y a un potentiel très fort, c'est l'accroissement de la matière organique des sols. Ça a été bien discuté tout à l'heure par l'équipe de la ferme. Je n'ai pas besoin de développer. Troisième levier, agroforesterie, qui a à la fois un effet bénéfique sur la biodiversité, sur le stockage de carbone, même si elle pose des questions économiques, de viabilité, on le sait très bien quand on discute avec nos collègues céréaliers. Et puis le dernier levier, qu'on a du mal à discuter sereinement, mais je pense qu'il va falloir qu'on le fasse, c'est la question des changements de pratiques alimentaires. On sait que c'est compliqué. En venant de la gare avec Robin, il me disait, moi j'y crois pas un instant, tant que le fast-food aura la place qu'il a sur les médias, je vois pas comment on peut amener ces changements-là. Si on pose pas la question, de toute façon on n'y arrivera pas. Donc on va devoir y passer. Et ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction un peu globale, c'est que quand vous prenez un rapport du GIEC, ce que vous voyez, c'est que si on n'y arrive pas, si on ne fait pas tout ça, ou si on ne le fait pas bien ou pas assez, on a l'impression d'avoir une option au dernier recours. Les options au dernier recours, c'est ce qui s'appelle le carbon dioxide removal, c'est-à-dire le fait de développer des techniques qui permettent d'absorber du CO2 de l'atmosphère, soit par de la forestation, mais ça en fait c'est mineur dans les modélisations, soit en fait à travers un truc qui s'appelle le BECS. Donc BECS, ça fait Bioeconomy, Carbon Capture and Storage, c'est-à-dire le fait que vous faites pousser des arbres, des taillis à courte révolution, tous les 8 ans vous les coupez, vous les cramez dans un truc qu'on ne sait pas très bien faire, et puis quand le CO2 issu de la combustion s'échappe, vous l'attrapez avec des solvants, et puis ensuite vous le mettez sous une forme stable, on ne sait pas très bien faire, et puis vous l'enfouissez dans les couches géologiques profondes. Voilà. Non, je vois madame qui secoue la tête. Les scénarios du GIEC, quand le monde titre « c'est possible », il y a ça dedans. Donc, en vrai, ce n'est pas vraiment possible. Et moins vous faites de sobriété, moins vous faites de stockage de carbone dans les sols, moins vous faites d'agroforesterie, plus vous avez besoin de ce genre de machin-là que personne ne sait faire. Et donc, les défis, ils sont technologiques, ils sont sociaux, ils sont économiques, etc. Et je voulais juste vous montrer comment aujourd'hui on se représente les transformations du système des terres mondiales, c'est-à-dire comment on utilise les terres émergées et comment on utilise et comment ça joue dans le bilan d'émissions globales. Vous avez ici ce qu'on appelle le P1, là, le Pathways 1, la trajectoire numéro 1 du GIEC, c'est celle où on a un maximum de sobriété, où en gros on divise par 2 le nombre de kilomètres parcourus dans les pays développés, on divise par 2 la consommation de produits animaux, on n'est pas forcément plus malheureux, mais en tout cas on fait tous ces efforts de sobriété. Et donc, lorsque vous voyez qu'en marron sur la courbe, vous ne le voyez pas très bien, mais grosso modo, le secteur des terres, il permet de stocker du carbone essentiellement, et on arrive rapidement, autour de 2060, à la neutralité carbone. Et en fait, je ne vais pas tous les décrire, mais dans les pathways 2, 3 et 4, où il y a beaucoup moins de sobriété, vous voyez un truc jaune qui apparaît dans mon graphique là. Le truc jaune qui apparaît, c'est mes fameux BECS. C'est mes fameuses afforestations où on coupe les arbres et après on pompe le CO2 puis on le fout dans le sol très profond, mais on ne sait pas comment on fait. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, on est sur des systèmes où on a besoin d'aller chercher des BECS de manière exponentielle à mesure qu'on n'arrive pas à faire les leviers dont j'ai parlé tout à l'heure. Et une manière de se représenter l'impossibilité en fait socio-économique et politique et même physique de faire ça, c'est de comparer les rythmes d'expansion des BECS, là les énergies crops en bleu, avec le rythme d'expansion du palmier à huile ou du soja, qui sont les cultures les plus dynamiques en termes de déforestation. Et vous voyez qu'en fait on est sur des rythmes de croissance annuelle qui sont 2, 3, 5 fois supérieurs à ce qui se passe sur un front pionnier amazonien. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on a envie de développer des BECS à la même vitesse qu'on déforeste la forêt? Je ne suis pas certain. Voilà. Donc, on va avoir besoin d'activer ces 4 leviers-là d'agroforesterie, de stockage de carbone, de sobriété et d'intensification durable, c'est-à-dire pour nous, surtout, de maintien du capital productif de nos agrosystèmes. Alors, pour essayer de comprendre comment faire ça, c'est les enjeux pour les systèmes d'élevage en Europe et en France. Ce que nous, on fait à l'IDRI, c'est qu'on a développé des outils de modélisation relativement simples. Je ne vais pas les décrire dans le détail, mais ce que vous voyez sur ce schéma, c'est que finalement,
on essaye de se représenter le système alimentaire avec des briques assez simples. La brique du milieu, c'est ce qu'on mange, ce qu'on met dans l'assiette. On le représente dans le modèle en produits bruts équivalents pour lesquels on a des données nutritionnelles qui permettent de savoir s'il y a assez à manger pour qu'on soit en bonne santé. Ensuite, vous avez le carré vert à gauche, c'est la production végétale. Cette production végétale, c'est le produit d'un usage des terres multiplié par un rendement pour chacune des cultures. Et cette production végétale, elle a 3 destinations. Évidemment, l'assiette, en gris, les usages non alimentaires, et en rouge, la production animale. Cette production animale elle-même, elle vient nourrir des humains, et elle est le produit d'un cheptel que multiplie un rendement pour chaque type d'animaux. Voilà. Et puis, la dernière chose que vous voyez en gris sur le schéma, qui ne se voyait pas hyper bien peut-être pour vous, c'est quelque part la physiologie de cette affaire-là. Et la physiologie de cette affaire-là, en tout cas, l'une d'entre elles, la pièce maîtresse, c'est le bilan azoté. C'est comment est-ce qu'on s'assure que les éléments nutritifs qui font pousser les plantes, qui permettent aux animaux de faire de la protéine et qui nous permettent à nous d'avoir de la protéine pour tout un tas de choses, il y en a assez pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a 2 sources d'azote, l'azote synthétique et puis l'azote symbiotique. Et donc cet azote-là, il circule dans le système alimentaire. Quand vous donnez des aliments aux animaux, ça fait de l'azote. Et puis quand les animaux ils excrètent de la manure, enfin des déjections, ça fait aussi de l'azote. Et la question, c'est comment on gère ça de la manière la plus intelligente possible. Voilà. Donc avec ce petit modèle, on peut représenter le système tel qu'il est, et puis on peut faire des hypothèses pour représenter un autre système qui marcherait peut-être un petit peu mieux. Et ça me permet peut-être de faire quelques éléments, voilà, peut-être vous connaissez tout ça très bien et je vais peut-être passer vite, mais autour de ce système alimentaire, on a un enjeu de biodiversité comme de climat, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est important de comprendre que sur la biodiversité, il y en a 2 biodiversités. Il y a la biodiversité qu'on veut préserver quelque part en évitant d'étendre les terres agricoles, et puis il y a la biodiversité des paysages agricoles. Moi, je vais surtout vous parler de celle-là. Pour moi, c'est un acquis, il n'y a pas de discussion à avoir sur le fait que la déforestation, c'est plus possible. Donc ça veut dire que, par exemple, la demande en soja mondiale, je ne parle pas évidemment des 10% du soja mondial qui est importé par l'Europe, je parle de l'ensemble du soja importé, va falloir qu'on se calme sur le soja. Alors, ce n'est pas forcément les éleveurs bretons qui déforestent par le soja qu'ils achètent, mais ils contribuent à une demande globale qui est trop importante par rapport à l'offre. Mais ce qui, moi, va m'intéresser, c'est la biodiversité des paysages agricoles, celle qui est là, partout autour, dans la ferme, et dans les paysages et dans les territoires autour d'ici. Et cette biodiversité, on a un problème par rapport à nos amis du climat, c'est qu'eux, ils ont un truc qui est super simple, ça s'appelle le CO2 équivalent, et puis on peut le compter, l'additionner, tout ça, c'est super cool. Et donc on peut dire, j'ai fait moins 10 tonnes, j'ai fait plus 10 tonnes, tout ça. Bon. La biodiversité, ouais, j'ai fait plus 10 espèces, moi j'ai fait plus 15. Bon, mais vous mélangez quoi? Des chiroptères, des plantes vasculaires, des colamboles, des virus du sol, bon, on ne sait pas très bien. Donc on a besoin d'approcher ça par ce que nous on appelle des proxys, c'est-à-dire des indicateurs assez simples. Et la chance qu'on a, c'est qu'on constate qu'empiriquement, la plupart des taxons, c'est-à-dire la plupart des sortes d'espèces, réagissent de manière globalement cohérente avec 2 proxys centraux on va dire des pratiques agricoles. Le premier, c'est l'hétérogénéité du paysage. Finalement, ça va être les rotations de culture et la diversité du parcellaire. Et puis, ce que j'ai mis un acronyme un peu nul ici, la VSN, la végétation semi-naturelle. C'est tous les éléments paysagers dans un territoire agricole, dans un terroir, qui sont non directement productifs. Alors, vous allez peut-être sauter au plafond quand je vais dire que la prairie permanente, je la range là-dedans. Elle est évidemment productive, la prairie permanente, mais comme elle est permanente, c'est une productivité qui va être peut-être pas tout à fait, qu'on considère différemment de fait de sa stabilité d'un champ cultivé. Et ce que vous voyez ici, par exemple, c'est la relation quasiment linéaire qu'il y a entre proportion de végétation semi-naturelle et diversité spécifique d'un territoire. En fait, plus vous avez de végétation semi-naturelle, et plus vous avez d'espèces sur un écosystème agricole. Le deuxième proxy qui est super cohérent dans la littérature, c'est la quantité absolue d'intrants qui est utilisée dans les territoires agricoles. Et notamment fertilisants azotés et phosphatés, et puis des pesticides. Et donc, moins vous en avez, plus vous avez de biodiversité, c'est relativement robuste dans la littérature. Et donc, on peut se rappeler ensemble que, effectivement, l'azote, c'est une fonction, c'est un élément central, c'est une variable de commande de vos rendements, et plus vous mettez d'azote, plus vos rendements sont élevés,
mais avec une fonction quelque part, les gains marginaux sont décroissants. C'est-à-dire que c'est une baisse, c'est un beau logarithme, mais en fait, à un moment donné, vous n'arrivez plus à accroître tant que ça vos rendements. Donc, il y a un enjeu à trouver les bonnes formes de sobriété, les bonnes formes d'efficience sur votre usage de l'azote. Ça, je vais passer parce que vous connaissez tous par cœur. Pourquoi c'est si important l'azote, parce qu'il y a à la fois des enjeux climatiques. Quand vous mettez votre azote réactif sur vos champs, vous avez à la fois du N2O, vous avez à la fois des NOx, vous avez des nitrates et de l'ammoniac. Et tout ça, évidemment, ça se démultiplie avec le transfert à la production animale. Bon, on s'en fiche un peu, vous le connaissez. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que sur les 40 dernières années, là, le graphique il remonte un peu plus loin, il remonte en 1882, notre autosuffisance azotée, elle a fait que baisser. Elle a remonté un tout petit peu à partir des années 80, mais enfin, elle est toujours inférieure à ce qu'elle était dans les années 60. Parce que, en fait, on a découvert à Berbosch, donc, qui nous permet de faire de l'azote minéral, et donc finalement, les légumineuses, c'est quand même un peu chiant à produire, c'est compliqué, ça pousse pas bien, c'est sensible. Et les transferts de fertilité dont on parlait tout à l'heure de la prairie vers la sol arable, c'est compliqué. Il faut des troupeaux laitiers qui rentrent à l'étable tous les soirs pour récupérer les déjections, etc. Donc en fait, on n'est pas très bon dans notre capacité, dans notre niveau d'autosuffisance de l'azote. Et donc ça coûte cher. Ça coûte cher énergétiquement, ça coûte cher en termes de perte d'azote dans le milieu. Globalement, à l'échelle européenne, on fait venir 20 millions de tonnes d'azote sous différentes formes, azote minéral et puis importation de soja. Et bon, bon an, mal an, on en récupère 11 millions de tonnes. Et tout le reste, ça disparaît. Voilà. Et les 11 millions de tonnes qu'on récupère et qu'on mange, comme on les valorise très mal, ils disparaissent aussi. Donc l'azote, c'est super important. Et quand on arrive à avoir une logique d'efficience et de sobriété sur l'azote, en fait, on coche à la fois la case de la biodiversité et la case du climat. Donc c'est pour ça que nous, on va mettre l'accent sur cet azote. Mais ça suppose de considérer les fameux transferts entre unités agroécologiques et donc de se poser la question des transferts de fertilité depuis la prairie vers la sol arable, ce qui est une chose qui se pratique ici. Mais il y a une question qui était très intéressante tout à l'heure qui a été posée. Est-ce qu'on est capable d'exporter de l'azote en dehors de la ferme ? Quelqu'un a posé cette question tout à l'heure. Et cette question-là, moi, elle m'intéresse beaucoup. Parce que, vous allez voir tout à l'heure, dans notre scénario TIFA, on a été obligé d'imaginer qu'effectivement, les fermes en polyculture élevage, elles allaient pouvoir exporter de l'azote pour les autres qui faisaient des grandes cultures. Sinon, il n'y avait pas assez d'azote pour tout le monde. Et donc ça, c'est une question centrale pour nous. J'ai terminé, voilà. Donc cette biodiversité, elle est centrale, pas juste pour sa valeur d'existence, même si cette valeur d'existence, elle est fondamentale. Plus de 30% de la biodiversité qu'on s'est engagé à conserver au niveau européen, c'est une biodiversité qui dépend des pratiques agricoles, et notamment des pratiques d'élevage. Donc c'est pas rien, c'est pas 3%, c'est 30%. Donc c'est une valeur d'existence. Mais cette valeur d'existence, elle est doublée d'une valeur productive. Je l'ai dit tout à l'heure. Et les 4 services écosystémiques, c'est fertilité, pollinisation, gestion des pestes et des parasites par les ennemis naturels, et puis résilience. Et ça, on le voit bien ici avec ces travaux de Matteo Denez qui nous montrent en fait que quand vous simplifiez un paysage agricole, je reviens sur ma question d'hétérogénéité, vous perdez de la richesse, vous perdez de la diversité de pollinisateurs par exemple, et vous affectez négativement la fonction de pollinisation et donc la production. Une manière de s'en rendre compte, c'est aussi de voir que, je le disais tout à l'heure, depuis 30 ans, les rendements en Europe de l'Ouest sur les principales céréales, ils stagnent. Tous les pays qui sont coloriés en rouge sur cette carte, c'est des pays dans lesquels les rendements ils ont arrêté d'augmenter depuis les 30 dernières années en moyenne. Et non seulement ils ont arrêté d'augmenter, mais en plus, ils sont de plus en plus variables du fait des accidents climatiques. Vous avez ici les inondations de 2016 ou la sécheresse de 2022. Et ce qui est frappant dans ce débat-là, et j'introduis ici ce que je vais vous raconter dans un instant, c'est que malgré ça, cette courbe du rendement du blé là, que vous reconnaissez, qui fait à la fois un plateau et qui fait de plus en plus d'oscillations autour de ce plateau, il y a quand même tout un tas de gens qui nous disent que l'avenir, c'est ça. C'est plus 30% en 2050. Mais sur quelle base on peut construire cette hypothèse-là ? Moi, je ne sais pas. Et donc, nous, on dit, attendez les gars, le risque, c'est celui-là. C'est celui d'un effondrement des rendements. Et donc, est-ce que finalement, notre objectif à nous, ça ne doit pas être, ce que je disais tout à l'heure, de maintenir un capital productif par la mise en œuvre de toutes les pratiques qui vont permettre de reconquérir la biodiversité dans notre territoire, en même temps qu'on fait du climat, qu'on fait le point sur l'azote. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé depuis 50 ans sur le système alimentaire européen, on a mangé de plus en plus de produits animaux. Vous voyez sur ce graphe-là, l'augmentation de la prise protéique qui est venue uniquement des produits animaux en rouge,
qui nous amène à une prise protéique qui est de l'ordre de 2 fois ce dont on a besoin pour couvrir nos besoins. Avec elle, tout un tas de choses qui font que le médecin n'est pas très content. Tout ça a été permis par une intensification des productions agricoles, en même temps qu'une spécialisation très forte à la ferme et sur les territoires, des productions végétales comme animales. Alors évidemment, on a très fortement augmenté les productions, on peut exporter, on peut faire des agrocarburants, mais c'est dépendant des importations d'azote minéral et des importations de soja, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait majeur dans cette histoire-là, vous le connaissez bien, et ça a été beaucoup discuté juste avant, c'est l'accroissement de la part de la production végétale qui part en alimentation animale. Vous voyez sur ces 2 graphiques-là, aujourd'hui, on est à peu près à 73%, selon les années, entre 70 et 75% des oléoprotéagineux qui partent en alimentation animale, et 60% de céréales. Tout ça dans un contexte où, par ailleurs, l'élevage, c'est aussi une fraction extrêmement importante des emplois agricoles comme des emplois agroalimentaires. C'est quasiment un tiers, c'est quasiment la moitié des emplois à la ferme en France, et c'est un gros tiers, un peu plus, des emplois dans l'industrie agroalimentaire. Donc l'élevage, c'est central pour tous ces aspects-là. Ça, on s'en fiche un peu. Tout ça, donc, c'est ce qu'on a sous les yeux. Notre système alimentaire, c'est un système qui est fondamentalement ouvert du point de vue du cycle de l'azote. On fait rentrer de l'azote et on l'utilise au mieux à 55%, 60%. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de commenter ce graphique-là, mais juste, ne le regardez pas, il est trop compliqué. Ce que dit ce graphique, c'est une chose très simple. On peut regarder juste le bas. Ce qu'il dit ce graphique, c'est que comme pour l'azote, notre capacité à valoriser bien l'énergie dans le système alimentaire, elle a plutôt eu tendance à diminuer. C'est-à-dire qu'on était plus qu'autosuffisant en énergie au début du XXe siècle, et aujourd'hui, on est complètement dépendant des énergies fossiles pour faire fonctionner notre système alimentaire. Même si on produit de l'énergie avec l'énergie fossile, on en produit moins que ce qu'on en consomme. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous, on a développé un scénario spécifique qui s'appelle le scénario TIFA. J'ai plus de batterie. Si tu peux me donner l'horaire, c'est bien. J'étais à 25 minutes à peu près. Un scénario qui s'appelle le scénario TIFA. Il a été publié en 2018 sous forme d'étude IDRI, et puis on en a fait un livre aux éditions Actes Sud avec mon collègue Xavier Poux. J'ai pas d'ouvrage à vendre, mais de toute façon, je touche pas de royalties dessus. Mais n'hésitez pas à le trouver en bibliothèque ou en librairie. Alors, comment ce scénario on l'a construit? On l'a construit avec un jeu de paramètres qui recoupe un petit peu tous les enjeux que j'ai cités tout à l'heure. Et on a essayé de construire un jeu de paramètres cohérent. La première chose qui nous semblait essentielle pour un système dit agroécologique, c'était que la fertilité, ce fameux azote, il soit géré au niveau territorial. Ça voulait dire plus de légumineuses en rotation, plus d'importation de soja, parce que ça c'est de l'azote caché, et puis une reconnexion culture-élevage qui permet de recycler l'azote dans le système. Ensuite, on a eu tout un questionnement sur l'azote minéral. Est-ce qu'on a besoin d'azote minéral? Et on est plutôt parti de l'idée qu'on allait tester un système avec 0 azote minéral. D'abord parce que d'un point de vue très pratique pour nous, un bureaucrate, modélisateur, on n'avait pas de référence avec 0 pesticide, qui était quelque part le principe de précaution sur la biodiversité, mais un peu d'azote minéral. Vous ne trouvez pas de référence qui vous donne des rendements que vous pouvez mettre dans le modèle. Donc, mais par ailleurs, c'est aussi très compliqué de gérer des couverts végétaux où vous mettez de l'azote qui va doper tout le monde, pas juste votre culture, sans pesticides. Donc, voilà, on a pris l'agriculture biologique comme référence. Et ensuite, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on a fait l'hypothèse d'un redéploiement des prairies naturelles à l'échelle des territoires, c'est-à-dire pour s'assurer qu'on a 20% de végétation semi-naturelle dans tous les territoires de France et de Navarre, et pas 40% en Massif central et 3% en Île-de-France. En fait, il faut 20% partout. Ça veut dire qu'il y a des prairies qu'on va peut-être devoir soit boiser, accepter de boiser, soit retourner si elles sont labourables, et donc perdre un peu de carbone à quelques endroits. Mais du coup, on a une cinétique aussi intéressante dans tout un tas d'autres endroits. Une extensification de l'élevage, à la fois ruminant et granivore, avec une logique de non-compétition entre alimentation humaine et alimentation animale. Des régimes alimentaires moins riches et plus équilibrés, tout simplement. On mange aujourd'hui 250 grammes de fruits et légumes par jour en moyenne. Il en faut 500. Si vous voulez manger 250 grammes de fruits et légumes par jour en plus que ce que vous mangez aujourd'hui, il faut enlever autre chose. Ça tombe bien, il y a trop de viande. Bon, on enlève un peu de viande et puis on met des fruits et légumes. C'est pas parce qu'on n'aime pas la viande.
Juste, on en met moins pour pouvoir manger plus de trucs qui sont bons. Et on va garder néanmoins des produits animaux de qualité et qui sont intéressants pour nous. Et puis, dernier élément, l'allocation de la biomasse. Et ça, c'est un peu la pierre dans le jardin de Tifa. C'est qu'en fait, dans ce système-là, où la production de biomasse, elle diminue, parce qu'on a moins d'azote, eh ben, la disponibilité de la biomasse pour se substituer à du carbone fossile, elle est bien inférieure. Et en fait, on a un problème. C'est qu'aujourd'hui, quand vous allez au ministère de l'écologie ou à la DG Climat à Bruxelles, tous les secteurs, ils sont venus faire leur liste de doléances et ils ont dit combien ils voulaient de biomasse pour faire tourner leur usine de manière décarbonée. En fait, on n'a pas cette biomasse aujourd'hui. Pannier-Runacher, avant qu'elle arrive au ministère de l'Agriculture, elle était au ministère de l'Énergie, elle l'a dit, mais je n'ai pas cette biomasse, messieurs, dames. Comment on va faire? Moi, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, si on ne pose pas bien la question, on ne risque pas d'y répondre. Dernier élément, en fait, ce scénario-là, il repose de manière systémique sur l'ensemble de ces hypothèses. On ne peut pas en enlever une ou en choisir deux. Il faut les prendre tout ensemble, c'est ça qui fait la robustesse de cette affaire-là. Et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de vous dire « j'ai la solution ». Je suis en train de vous dire, si on prend au sérieux ces enjeux de biodiversité et de climat, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? On peut raconter cette histoire-là, elle a des défauts, elle a des qualités, en tout cas elle peut servir à animer une discussion constructive entre nous. Alors à quoi ça ressemble l'Europe là-dedans? D'abord on mange un petit peu moins, mais on mange mieux. On mange beaucoup plus de fruits et légumes, un peu moins de viande, un peu moins de produits laitiers, puis beaucoup plus de légumineuses, hein, mais pas non plus 100 grammes par jour, on est à 30 grammes par jour. On produit moins parce qu'on a des rendements plus faibles et parce qu'on a consacré une partie plus importante de nos surfaces à faire de la biodiversité. On produit moins de produits animaux, en calories, 45% de moins, du fait du double effet de la réduction du cheptel et de la baisse de la productivité. On est sur des vaches à 4500 litres en moyenne dans Tifa, contre 7500 aujourd'hui en moyenne à l'échelle européenne. Et on est sur de la volaille avec des indices de consommation qui sont très dégradés parce qu'ils sont que sur des coproduits. Donc forcément, à la fin, ça fait moins de viande. Ben oui. Tout ça pose des problèmes économiques sur lesquels je vais revenir. Je vois plein de visages tout à fait sceptiques. Je comprends vos scepticismes et on va y venir. Et encore une fois, c'est pour discuter. Le point clé dans cette affaire-là, c'est que les productions animales les plus affectées, c'est les productions de monogastriques. Parce qu'en fait, on a besoin de nos ruminants pour pâturer les prairies. Et comme par ailleurs, on met surtout des productions laitières, et qu'on a une production laitière qui s'extensifie, on a une coproduction de viande qui est plus importante qu'aujourd'hui. Quand vous avez une vache laitière en moyenne qui fait 4500 litres au lieu de 7500 litres, vous produisez plus de viande par unité de lait qu'aujourd'hui. Donc la production de viande d'Antifa, de viande bovine, elle bouge pas beaucoup, alors que la production de monogastrique, elle bouge beaucoup. Le bilan azoté, il tient. Il suppose une efficacité d'usage de l'azote de 90%, ce qui paraît crédible à partir des données dont on dispose, à faible rendement. Ce n'est pas crédible aujourd'hui quand on veut avoir 50 hectares en blé, mais si on accepte d'avoir 60 quintaux, c'est gérable. Donc, par construction, 1,5 m comptant parce qu'on mange mieux, une reconquête de la biodiversité et des baisses d'émissions de l'ordre de 40 à 45% selon le niveau de méthanisation qu'on envisage et de remplacement de quelques vaches par des méthaniseurs, ce qui pose plein de questions. Le dernier point important du scénario, c'est qu'on a un maintien relativement intéressant des niveaux d'exportation. J'y viens tout de suite. Ça, c'est la situation actuelle. Sur ce graphique-là, vous avez deux courbes. Une courbe rouge foncé, c'est notre dépendance protéique, c'est-à-dire en gros nos imports moins nos exports divisé par la consommation. Et en fait, on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte, et ça représente à peu près 20 à 25% de notre consommation est importée en protéines, quand on convertit tous les imports et les exports en équivalent protéines. Et vous voyez que ces deux courbes, la foncée et la claire, elles sont homothétiques. Pourquoi? Parce que notre dépendance protéique, elle détermine complètement notre dépendance calorique. Quand vous convertissez tout ce qu'on importe et qu'on exporte, bilan FAO, en calories, vous voyez qu'aujourd'hui, on est dépendant. L'Union européenne, et j'ai le même graphique pour la France si vous souhaitez après, l'Union européenne aujourd'hui dépend d'importations pour faire fonctionner son système alimentaire. Donc quand vous entendez quelqu'un qui vous dit on doit nourrir le monde, vous pouvez lui dire ouais, attends une seconde, on va commencer par arrêter de faire peser sur le monde une pression particulière du fait de nos importations de protéines végétales avant de prétendre de nourrir le monde.
quand on regarde pour la France, on est évidemment très excédentaire en calories parce qu'on exporte 1 tonne sur 2 de céréales. Sur les protéines, on est tout juste. Et si on défalque des protéines, du bilan protéique, l'azote minéral qu'on apporte, en fait, on est importateur net. Mais ces équations-là, on n'a pas souvent l'habitude de les regarder. Et donc, dans TIFA, en fait, si on fait à la fois les changements sur l'offre et sur la demande, eh ben, on devient exportateur net de calories. C'est ce que vous dit ce petit graphique-là. Hein, que ce soit en Europe toute seule agroécologique, là c'est le rose, ou une agroécologie mondialisée, c'est le bleu. Évidemment, vous allez vous dire, oui, il est bien gentil, mais si on continue à manger comme on mange, ah bah oui, si on continue à manger comme on mange, on devient structurellement beaucoup plus importateur de calories qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on mange au-delà de la capacité de nos agrosystèmes. Donc c'est clair, il y a un élément central là-dedans. Donc, l'élevage d'antifin, c'est un élevage qui sert à la fois pour gérer les paysages à travers les élevages ruminants et pour recycler et transférer les nutriments à travers les monogastriques et pour partie les ruminants. Alors, l'implication dans l'assiette, on en a déjà parlé, je vais passer vite. La logique qui est derrière, c'est une logique de, ce qu'on appelle en littérature anglo-saxonne, d'élevage appuyé sur la biomasse à faible coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, on veut minimiser le coût que représente la biomasse qu'on donne aux animaux. Donc ça, vous avez un certain nombre de choses là-dessus. C'est quoi les impacts climatiques? Évidemment, vous avez beaucoup de ruminants, vous avez beaucoup de fermentation entérique. Et on le voit sur ce graphique-là. C'est-à-dire qu'en fait, la barre rose, là, qui est la fermentation entérique sur le bilan GES 2010 versus 2050, elle bouge très peu. Et le gros des gains climat de TIFA, il est sur le bilan azoté, à la fois sur la réduction des émissions de N2O et sur la réduction des consommations énergétiques liées à la fabrication des intrants azotés, qui est la partie jaune clair en haut de mon schéma. Mais en fait, ça, c'est quand on regarde les choses avec une métrique CO2 équivalent, qui fait fi en fait d'une spécificité du méthane, qui est un gaz à faible durée de vie. Et si on remet dans l'équation le fait que le méthane, en 12 ans, il a disparu de l'atmosphère, ou plus ou moins, et bien en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand vous diminuez la concentration de méthane, ça veut dire vous diminuez le niveau d'émission, vous diminuez la concentration, vous avez un effet refroidissant sur l'atmosphère. Et donc, quand vous avez un cheptel ruminant qui baisse, ce qui s'est passé depuis 40 ans, en fait, vous avez un effet positif sur le climat, qui est beaucoup plus important que ce qu'on veut bien se dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut laisser toutes les vaches, c'est pas ça ce que je dis. Mais ça veut dire qu'il faut considérer le fait que quand on raisonne N2O, CO2, CH4, tout en équivalent CO2, on fait une erreur d'appréciation sur le bilan N2O versus CH4. Parce que le N2O, il a le même comportement que le CO2, il s'accumule dans l'atmosphère. Et donc, chaque tonne de N2O émise, vous l'avez pour ad vitam aeternam. Et donc, c'est beaucoup plus problématique d'une certaine manière d'émettre beaucoup d'N2O que d'émettre beaucoup de méthane. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave d'émettre beaucoup de méthane, on va y revenir. Mais ce qu'il faut comparer, je ne veux pas passer ça parce que sinon on va y passer 8 jours. Ça, c'est juste un truc qu'on n'a pas publié avec des climatos d'Oxford, qui nous dit quand même que globalement, il n'y a pas vraiment de différence entre un scénario où on est très bon sur l'azote, comme dans TIFA, et un scénario où on est très bon sur le méthane parce qu'on vire tous les ruminants. En fait, on n'arrive pas à faire la différence d'un point de vue climatique. Voilà. Dernier élément, dans TIFA, ce qui fait tourner le modèle, c'est la capacité à transférer la fertilité des prairies permanentes vers la sol arable. S'il n'y a pas ça, on n'a pas assez d'azote. Et donc, ça pose la question, mais est-ce que c'est vraiment possible? Dans TIFA, on a quasiment 20% de l'azote mobilisé qui vient du transfert de fertilité. Ça veut dire que, 1, on a des légumineuses dans les prairies spontanées. 2, on est capable de transférer les déjections des animaux sur la sol arable. C'est-à-dire que les animaux ils rentrent à l'étable et qu'une partie des déjections, on peut les remobiliser sur la sol arable. Donc aujourd'hui, les prairies en Europe, c'est des puits, ce n'est pas des sources d'azote. On les fertilise et on transfère assez peu de fertilité. Puisqu'on les fertilise, il n'y a pas ou très peu de légumineuses dedans. Et en plus, on a beaucoup d'élevage allaitant dedans, et donc on n'a pas beaucoup de transfert de fertilité. Et donc elles sont modélisées comme telles dans un papier de Barbieri, mais je ne dépasse pas ici. Nous, ce qu'on a modélisé, c'est des systèmes prairiaux qui permettent de fixer de l'azote en net et d'être transférés. C'est ici, bon, je ne vais pas détailler,
mais on a quasiment 20% du bilan azote qui vient de la fixation sémiotique dans les prairies. Voilà. Alors, combien de temps il me reste, Robin? 10 minutes? Allez. Donc, ça ne vous aura pas échappé. En fait, là, j'ai décrit une transformation du système alimentaire qui est assez massive. Et donc, on a des changements dans les volumes, on a des changements dans les modes d'élevage, on a des changements dans la structure des outils de transformation. En fait, l'élevage, il n'est plus localisé au même endroit. Donc, en fait, il faut des outils peut-être plus petits qui sont capables d'absorber des produits moins standardisés, etc. Les régimes alimentaires, ils bougent beaucoup, on l'a vu. Et en fait, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ou alors ça n'arrivera pas du tout, ça, j'en sais rien, dans le contexte de marché actuel. Et donc, il faut bien qu'on prenne ça au sérieux. La question, chaque agriculteur, chaque industriel aujourd'hui, c'est aussi un acteur économique sur un marché qui doit composer avec ça. Donc comment on regarde tout ça? Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire en regardant un peu plus finement comment économiquement tout ça pouvait fonctionner ou pas fonctionner. Donc je passe un peu ce détail-là, on s'en fiche. Mais les enjeux, ils sont clairs. On a un enjeu de revenu agricole et de renouvellement générationnel qui se pose dans des termes extrêmement différents d'un bout à l'autre de l'Europe. Là, vous avez les intensités capitalistiques des fermes par exemple des fermes laitières, et vous voyez que entre 2005 et 2020, vous avez déjà plus d'un doublement du niveau de capital immobilisé dans les fermes laitières au Danemark ou aux Pays-Bas. Et puis vous voyez aussi que la France joue petit bras dans cette affaire-là. Donc les réalités économiques à travers l'Europe ne sont pas du tout les mêmes sur des marchés qu'on croyait captifs et qui ne le sont pas du tout. Donc aujourd'hui, on a des taux de pénétration des produits laitiers sur le marché français qui sont en nette augmentation. Et on se rend compte qu'on ne joue pas avec les mêmes armes avec nos petits copains danois et néerlandais. Donc comment on va traiter cette question-là? C'est la même chose sur les monogastriques, c'est même encore pire. Par ailleurs, une partie de nos produits laitiers, pour garder cet exemple-là, on les exporte. Donc on a non seulement besoin d'être bon sur notre marché intérieur, mais on a besoin, en tout cas aujourd'hui, dans les conditions de marché, on a besoin aussi d'être bon à l'export. Et là, avec tout ce que je viens de raconter, c'est pas bon. Donc il va falloir traiter ça. On a les questions d'emploi, je l'ai déjà dit, plus du tiers des emplois agro-industriels sont dans l'élevage. Et puis on a une question de coût de l'alimentation et de changement de régime alimentaire. À la fois, donc ça c'est ce qu'on a publié avec nos collègues d'ICATSE, où on montre qu'en fait, si on réduit la part des produits animaux dans l'assiette, même s'ils sont plus chers demain, en fait on peut avoir un panier à iso-coût pour l'ensemble des catégories de population françaises. Ça c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les marges de manœuvre sont beaucoup plus importantes que ce qu'on croit, mais elles dépendent évidemment de changements de pratiques qu'on sait très mal se représenter, et j'y viens dans un instant. Ce qui est frappant, et c'est pour ça qu'il y a une dernière partie politique, c'est que dans les conditions de marché actuelles, en fait, le maintien des emplois, du revenu et de la compétitivité, et donc du coût pour les consommateurs, ça repose sur le maintien de volume et sur le maintien de la spécialisation. On ne peut pas rediversifier massivement, etc. On perdrait la course. Et donc ça va à l'encontre en fait, des besoins de rediversification et de circularité des systèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc on a l'impression qu'on est un peu coincé. C'est un peu comme dans un jeu où on vous dit saute le plus haut possible en prenant le plus de poids possible dans tes bras. Bon, ça ne marche pas. Et nous, ce qu'on montre dans les travaux qu'on a fait, c'est que, en fait, il faut bouger ces conditions de marché, à la fois dans les pratiques alimentaires, sur le marché commun et dans les règles commerciales, avec des choix politiques. Et la question, c'est comment on fait ces choix-là. Et qu'en fait, pour faire ces choix, il faut construire des compromis. C'est ma dernière partie. Et comment on construit ces compromis? Comment on les amène? Comment on les discute? Dans un compromis, personne ne sera content. Mais au moins, on aura une direction et quelques points d'accord sur lesquels on essaie de saisir des opportunités économiques. Donc, c'est ma dernière partie, et j'espère que je ne vous ai pas complètement endormi. Comment est-ce qu'on forge ces compromis politiques? Comment est-ce que nous, à l'IDRI, on essaye d'y contribuer modestement? Alors, ça, je vais passer vite parce que vous en avez marre. Ce que je voulais juste dire avec cette diapo, c'est que l'Europe et la France, elles ont deux rôles. D'une part, il faut qu'elles contribuent à réduire leurs émissions, mais certains esprits chagrins nous disent « oui, mais on s'en fout, l'Europe, c'est 10% des émissions mondiales et la France, c'est 2%. Donc, c'est pas important. » Ok. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cette contribution de l'Europe et de la France, elle n'est peut-être pas si importante que ça sur le plan physique, mais en fait, elle est fondamentale sur le plan politique. Le changement climatique, c'est un dilemme du prisonnier. C'est-à-dire qu'en fait, le coût de la réduction des émissions,
il est supporté par celui qui fait le premier mouvement, et les bénéfices ils sont pour tout le monde. Donc personne n'a envie d'être l'idiot qui fait le premier mouvement. Et donc ça, c'est pareil, c'est un peu comme mon exemple, on vous donne le 100 kg, vous sautez le plus haut possible. C'est là-dedans qu'on est. Et donc aujourd'hui, on a quand même sur la scène internationale l'idée que l'Europe peut faire des choses. Et donc il y a besoin de coopération internationale, mais il y a besoin de leadership. Et donc moi, il me semble qu'on est bien placé pour essayer de le faire. Alors pour penser le changement politique, je pense que c'est important qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'il y a derrière un changement politique. Derrière un changement politique, il y a ce que moi j'appelle un triangle d'or. Il y a d'abord, et c'est pas linéaire, hein, vous allez voir c'est itératif, mais en tout cas il y a un ingrédient qui est central, c'est qu'on soit à peu près d'accord sur certains éléments de là où on veut aller. Vous ne va pas échapper qu'aujourd'hui en France, on n'a pas vraiment d'accord sur vers là où on veut aller. Hein. On a plutôt tendance à se taper dessus et à s'invectiver de manière pas très constructive, c'est pas très agréable. Donc il faut quand même qu'on ait quelques points d'accord. Et ces points d'accord, il faut qu'ils soient soutenus par un compromis social et un compromis politique. Sinon, ça ne marche pas. Et une fois qu'on a un compromis, on peut essayer d'imaginer avec quels instruments on va y arriver. Est-ce que c'est une taxe? Est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est de la règle? Mais si on essaye, comme c'est parfois fait, de discuter des instruments avant d'avoir construit un compromis, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur la taxe ou la subvention ou la règle si en fait vous ne savez pas où vous voulez aller. Et donc, tout ça est itératif parce que selon l'instrument que vous proposez, il y a des gens qui vont peut-être plutôt être pour, d'autres qui vont plutôt être contre. Donc c'est pas linéaire. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas essayer de faire l'un sans faire les deux autres. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et comme par ailleurs, on est dans un truc où il faut faire de la biodiversité, de l'atténuation, de l'adaptation, de faire de l'emploi, du revenu agricole, des emplois agroalimentaires, de la bouffe pas chère et beaucoup de bouffe pour exporter. Bon, est-ce qu'on peut tout faire à la fois? Probablement pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de construire des compromis. Mais pour construire des compromis, faut qu'on sache de quoi on parle. Et aujourd'hui, vous avez plein de gens qui font semblant que, oui, ils ont tout compris à la biodiversité, ou ils ont tout compris au revenu agricole. Ça marche des deux côtés, hein, que ce soit les ONG ou la profession agricole. Ils font semblant qu'ils ont tout compris, mais en fait, ils n'objectivent pas grand-chose, ils voient surtout leur intérêt. Et donc, on a besoin d'objectiver l'ensemble des dimensions. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Moi, je suis personne pour dire quelle est la bonne solution. Mon job à moi, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on comprenne où sont les enjeux, pour qu'on puisse prendre des décisions collectives en disant ok, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Les perdants, on va compenser ça et on va compenser ça. Et les gagnants, puisque c'est vous qui allez gagner dans l'opération, peut-être qu'on peut s'arranger pour que vous reversiez une partie de X ou de Y. Dans tout changement, il y a des gagnants et des perdants. Et le fait de l'objectiver, ça permet de construire des compromis. Donc c'est une question de méthode. C'est compliqué, c'est peut-être même impossible d'atteindre tous les objectifs. Et donc, pour identifier des compromis, il faut considérer l'ensemble des dimensions. Il faut avoir les bons outils pour représenter ces dimensions. Et il faut identifier du coup les conditions de marché, les conditions politiques qui feront que le compromis il sera gérable, il sera possible. Et pour mettre en œuvre ces politiques. Alors nous, on a fait ça en partie, hein, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout réussi, mais on a essayé de faire ça avec les interprofessions de la viande, je l'ai dit, pour essayer de construire un certain nombre de scénarios. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais par exemple, on s'est amusé à se dire, tiens, si on essaie de pousser au maximum notre capacité de production pour couvrir les besoins alimentaires des Français sans changement de régime alimentaire, parce qu'on veut un taux de couverture, on veut faire augmenter le taux de couverture, qu'est-ce que ça supposerait? Donc on passerait de 90% de taux de couverture, ce qui est le cas aujourd'hui, à 102%, donc on serait autosuffisant en produits animaux, avec des hypothèses de consommation plus ou moins tendancielles, c'est-à-dire on n'intervient pas sur leur consommation, on imagine que les gens ils continuent à manger quand même globalement la même chose de viande qu'aujourd'hui. On s'est intéressé à comment les fermes pourraient se transformer, comment l'industrie, combien d'investissements il faudrait, combien de TP on aurait dans l'abattage des coupes, en fonction d'hypothèses aussi de gains de productivité pour être bon sur les marchés, parce qu'on ne peut pas augmenter la production aujourd'hui en France sans faire des gains de productivité vu l'état du marché, ça ne paraît pas très crédible. Et puis, on regarde ce que ça veut dire sur le plan environnemental. Est-ce qu'on a besoin de plus ou moins de terres arables? Plutôt moins, parce qu'on peut faire des gains d'efficience. Et puis, après, il y a des chocs climatiques, et puis, etc. Donc, on a fait ça sur l'ensemble des scénarios. Je ne vais pas tout détailler. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, au fond, le résultat de cette affaire-là, c'est quand même que si on n'a pas le levier sobriété alimentaire, on n'y arrive pas. Et c'est intéressant, cette affaire-là, parce que... je ne sais plus ce que je veux dire avec cette diapo. Je vais la passer. Ça vous en voulez pas.
Je pourrais vous la raconter, mais elle est un peu longue et elle est pas directement ce que je veux dire. Et donc, pour penser cette question de la sobriété, il faut dépasser l'individu. Si on se dit que la sobriété, c'est juste une question de est-ce que Madame Michu ou Monsieur Robert, il va prendre conscience qu'il faut qu'il fasse ceci ou cela, ça ne marchera pas. Hein, je vais donner un exemple très bête. Bon voilà, ici on est quand même dans une région de campagne. Vous avez peut-être très bien conscience que prendre la bagnole tous les jours, c'est pas génial, mais enfin il n'y a pas d'offre de transport public. Vous n'allez pas, juste parce que vous avez conscience de faire 20 km à pied pour aller au boulot. C'est pas vrai. Donc on a besoin d'infrastructures collectives qui permettent que cette prise de conscience, machin, elle se traduise par des possibilités concrètes de faire différemment. Et par ailleurs, au-delà de ça, en fait, vous, votre voisin et votre cousin ou votre cousine, ils ne fonctionnent pas pareil. Hein, et donc on a besoin de comprendre la diversité des situations, des rapports en ce qui me concerne ici, des rapports à l'alimentation. Et du coup, la manière de faire bouger des pratiques alimentaires, ça ne va pas être la même pour quelqu'un qui habite dans le 93 à côté de chez moi ou pour quelqu'un qui habite ici, etc. Voilà. Bon, je vous passe ça parce que c'est un peu pénible. Et j'arrive, j'ai fini. Pour terminer, juste pour vous dire un petit peu comment nous, on comprend la situation, hein, pour aller un petit peu au-delà de l'élevage, c'était censé être pour ouvrir. On est dans un contexte, voilà, les élections européennes dans 2 mois, là, et on a un certain nombre de dossiers politiques qui arrivent, ou qui n'arriveront pas, on ne sait pas. Hein, mais sur les environnements alimentaires, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'ont les infrastructures qui accompagnent vos choix, c'est-à-dire le fait qu'à la cantine, il y ait une option végétarienne ou pas, que la portion de viande soit comme ci ou comme ça, qu'il y ait beaucoup de fruits et légumes ou pas du tout. Il y avait un projet de loi de cadre législatif européen qui a été abandonné. Est-ce qu'on peut remettre ce projet de loi sur le haut de la pile? On ne sait pas. On sait que la DG Climat lance le 19 juin, dans 1 mois et demi, un projet de tarification carbone pour l'agriculture et l'alimentation. Avec une métrique carbone un peu bête et méchante potentiellement. Qu'est-ce qu'on fait de ce dossier-là? Le projet est lancé, avec une vision côté DG Climat de l'articulation entre la politique agricole commune et cette tarification carbone, hein, avec une PAC qui doit servir pour la DG Climat à financer les premiers efforts de décarbonation de la production agricole. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est ça qu'ils ont envie de faire. Tout ça est assez compliqué avec des résultats incertains et des risques pas négligeables, mais en même temps, c'est parti. Donc, nous, on pense qu'il faut accompagner cette réflexion-là. Et pour finir, on a une PAC qui est toujours pas complètement mise en œuvre et dont on va déjà entamer la négociation de la prochaine. Donc, il va falloir réfléchir à tout ça. Voilà, et c'est voilà, pour terminer. Donc, ce que je voulais simplement dire à la fin, c'est que dans ces dossiers politiques-là, il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas de soutien des acteurs économiques. Alors j'ai mis vous, parce que je ne sais pas exactement à qui je m'adressais, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques dans cette pièce. Les choses ne se feront pas sans vous ou contre vous, c'est évident, même si certains mouvements politiques peuvent donner cette impression-là. Pour chercher et pour avancer sur des compromis politiques, il faut chercher des possibles options qui sont gagnant-gagnant. Et il ne faut pas nier les effets distributifs. Il va y avoir des perdants. Il y en a toujours eu, hein. Sauf qu'on a tendance à faire comme s'ils n'existaient pas. Hein, dans la révolution agricole de 60, il y a eu beaucoup de perdants. On a fait comme s'ils n'étaient pas là, mais en fait, il y en a eu plein. Donc il faut regarder ça en face pour, en fait, trouver des compensations et les construire collectivement. Et aboutir à des compromis politiques qui sont indispensables pour avancer. Voilà. Moi, ce que j'essaye de dire à l'IDRIS, c'est que cette tâche-là, elle est ardue. Je ne le minimise pas. Mais que si on ne l'amène pas collectivement, et si on continue à s'invectiver, ou si certains continuent à s'invectiver, ça ne marchera pas. Et que du coup, c'est une partie du mandat qui m'est donné par mon conseil d'administration d'essayer de construire ces espaces de dialogue. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Marie pour cet éclairage. Alors c'est vrai qu'on a passé la journée à hauteur de prairies, à hauteur d'animaux, avec des solutions concrètes et pratiques à mettre en œuvre dans les exploitations. Et là, la prise d'auteur et d'ouverture, elle est là, une mission remplie, mais je pense qu'il y a aussi les conditions du dialogue pour interroger, poser des questions collectivement, et puis que tu puisses nous rééclairer en complément. Qui veut se lancer ?
ou un mot d'expression. Alors, rebonjour, salut tout à l'heure. Une petite question très technique. Vous avez parlé des monogastriques. Alors autant on voit bien avec les herbivores l'intérêt agroécologique, les monogastriques qui pourraient être nourris qu'à partir de coproduits. C'est quoi un coproduit pour nourrir les poules et les cochons demain? Il y a une grande partie de ces coproduits qui sont aujourd'hui déjà largement valorisés, hein. C'est tous les sons, les drèches, ça fait déjà partie des formules. Donc c'est continuer à valoriser ça. Et puis après, il y a tous les coproduits de l'industrie agroalimentaire qui aujourd'hui sont pas autorisés, mais qu'on voudrait pouvoir autoriser, en tout cas dans une logique purement biophysique. Si on pouvait les utiliser, ça pourrait, au lieu de les envoyer en méthanisation, ça pourrait permettre d'augmenter en fait la part des monogastriques qu'on produit sans compétition avec l'alimentation humaine, mais du coup en compétition avec l'énergie. Et en fait, dans les modèles que développent nos collègues néerlandais et suédois, en fait, on arrive à des productions de l'ordre de ce que j'ai évoqué ici, un quart inférieur à la situation actuelle. Voilà. Et après, dans TIFA, il y a une part des monogastriques qui est aussi nourrie avec du protéagineux, on va dire standard. Hein. Voilà. Mais on essaye de valoriser, on envisage une optimisation de tout ce qui est coproduit. Merci pour votre intervention. Du coup, dans votre scénario de TIFA, on voit bien que les aspects de production d'énergie viennent vraiment en dernier. J'adhère complètement. Après, du coup, ça veut... on nourrit d'abord les humains avant de nourrir les bagnoles. Est-ce que c'est complètement illusoire de vouloir continuer à bouffer autant de carburant, donc les initiatives, qu'elles soient sous toutes les formes, quoi, que ce soit méta, que ce soit agrocarburant, est-ce que dans votre scénario, il y a un petit peu de production de ça, ou finalement, on n'arrive pas du tout à produire de l'énergie avec l'agriculture? Dans le scénario, on a viré tous les biocarburants de première génération, puisqu'il n'y a pas vraiment de place pour ça. On pourra en faire un peu si on réduit encore les monogastriques. Et après, on a développé une variante du scénario qu'on a publié en 2019, où en fait on fait de la méthanisation à partir de déjections et de prairies de bonne qualité. Donc on arrive à quasiment 250 TWh. Mais tout ça est assez théorique. Encore une fois, si on regarde les conditions de marché actuelles, et je viens de faire soutenir une thèse sur le développement de la méthanisation dans le Grand Est, aux conditions de marché actuelles, les méthaniseurs ils tournent pas très bien sur de la prairie. Hein, on peut se le raconter, mais en fait, c'est pas très rentable. Hein. Donc ça se fait pas. Ça pourrait. Moi j'ai une question, pour être sûr d'avoir compris le propos et de ce scénario. À contre-courant, et peut-être justement pour objectiver les éléments, tu sembles dire que les ruminants et les prairies sont pas aussi coupables que cela dans le réchauffement climatique par cet effet du méthane à vie courte. On se trompe ou c'est comme ça qu'il faut le percevoir? Alors, j'essaie d'être nuancé et précis. Les ruminants européens, le développement de l'élevage ruminant on va dire dans les pays de l'OCDE, a eu un effet majeur sur le réchauffement climatique du XXe siècle. Il y a une responsabilité historique des ruminants dans le réchauffement qui a déjà eu lieu. Ça, c'est pas l'oublier. Ce que j'essaye de dire, c'est que dans la compréhension qu'on a de où placer les efforts de réduction des émissions du secteur agricole tel qu'il est aujourd'hui, on a tendance à mettre beaucoup plus l'accent sur le méthane par rapport au N2O. Et donc, j'essaye pas de dire le méthane, c'est pas grave. J'essaye de dire, si on veut réfléchir intelligemment le changement climatique en équilibre avec les enjeux de biodiversité et de circularité, il faut mettre au même niveau le protoxyde d'azote et le méthane. Or, aujourd'hui, il y a quand même une tendance au raisonnement un peu paresseux qui consiste à se dire « Ah, si on flinguait les vaches, ce serait quand même facile,
tout serait réglé très, très vite. En fait, c'est pas si simple. C'est ce que j'essaye de dire. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question par rapport au transfert de fertilité que vous avez évoqué entre les parcelles qui seraient plutôt dans des zones grande culture, on va dire, et qui feraient venir de la fertilité dans des deux zones qui seraient en élevage où il y aurait beaucoup de légumineuses. Est-ce que dans votre scénario, du coup, sur les systèmes grande culture, quelle est la place de ces légumineuses? Est-ce qu'elles sont totalement absentes et on compte vraiment que sur l'élevage? Est-ce que vous avez fait des scénarios avec des associations de culture légumineuses et on a quand même besoin d'élevage à côté sur ces systèmes grande culture qui maximiseraient une place des légumineuses? Ouais, en fait, du coup, je ne vais pas remettre le graphe parce que j'ai pas la main sur l'ensemble du diaporama, mais en fait, dans TIFA, il y a 60% des apports azotés qui sont des légumineuses en rotation. En fait, avec en moyenne 25% de légumineuses dans les rotations de grandes cultures. Pour rester en fait en dessous de ce qu'on considère comme étant la limite agronomique. Voilà. Et le reste, en fait, ça vient découvert intermédiaire, moitié légumineuse, moitié céréales, à hauteur d'un peu plus de 20%. Et puis il y a 18% dont j'ai parlé, c'est le transfert de fertilité depuis les prairies permanentes vers la sol arable. Et donc, en fait, ce que ça dit en creux, c'est ce que je disais aussi quand je parlais des prairies comme espace de biodiversité, c'est qu'en fait, en termes simplement de bilan productif via l'azote, ce scénario-là, il ne marche pas si il n'y a pas de la fixation symbiotique dans les zones, via les prairies, dans les zones de grande culture. Parce qu'il n'y aura pas assez d'azote pour atteindre les rendements cibles en grande culture, quoi. La variable de contrôle de l'affaire, c'est vraiment le bilan azoté, quoi. Je ne sais pas si c'est assez clair. Ouais, ok. André Legal de l'Institut de l'élevage, donc merci pour la présentation. Par rapport au scénario, là, quel est le poids de l'amélioration de l'efficience technique dans les systèmes d'élevage? Aujourd'hui, on a une belle porte ouverte, beaucoup de présentations qui montrent qu'on peut faire des gains d'efficience technique importants. Donc, est-ce que ça, c'est bien intégré dans vos scénarios, etc. Et la deuxième question, c'est un peu la place des produits issus de l'élevage, carnés, laitiers dans l'alimentation. Donc, on dit, ben oui, il faudrait 2 fois moins de viande, etc. Mais peut-être, mais pour la France, pour l'Europe, est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer qu'on peut continuer à produire de la viande de façon efficiente, de façon agroécologique, en exporter aussi sur la rive sud de la Méditerranée, par exemple, qui n'a pas les mêmes capacités pour produire des produits carnés et des produits laitiers dans des conditions efficientes comme la France et l'Europe? Ouais. Donc les leviers d'efficience, en fait, on les prend en compte en étant assez généreux sur les productivités laitières, notamment. Sur des systèmes 100% herbagés, on les a paramétrés, enfin selon les régions, mais à plus de 4000 litres, à 4500 litres. Donc c'est quand même assez généreux en termes d'efficience. Après, ça dépend des productivités des prairies. Donc voilà, après je pense qu'on peut affiner tout ça. Je ne veux pas vous dire que le scénario il est vraiment nickel, on a pris en compte tout. Déjà il a 6 ans, donc depuis 6 ans il s'est passé des choses. Et par rapport à ta deuxième question, tu as tout à fait raison. C'est des choses qu'on a discutées avec Pierre Dupraz, notamment à l'INRAE. L'Europe, notamment l'Europe du Nord et de l'Ouest, a des avantages naturels en matière de production animale et notamment ruminante. Qui serait dommage de ne pas faire bénéficier au reste du monde. Et donc dans TIFA, effectivement, il y a un surplus de produits laitiers et de produits de viande qui part à l'export. C'est un surplus inférieur à aujourd'hui, de l'ordre de 30%. Alors en viande, ça ne compte pas grand-chose, mais en lait, c'est quand même significatif. J'avais une remarque un peu globale sur le scénario TIFA, mais aussi sur d'autres prospectives qui ont été publiées par d'autres organismes, l'ADEME, le Shift Project, Solagro. Je trouve que globalement, c'est super bien pour lancer des débats, pour discuter, comme vous l'avez pas mal redit ce soir. Et ce qui est difficile, je trouve, c'est de voir comment, si on veut l'appliquer bête et méchamment dans différents territoires, on a l'impression qu'on va devoir l'appliquer de la même manière partout. Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire des projections entre différents territoires sur les conséquences que ça va avoir d'un point de vue économique, d'un point de vue social, sur tous les flux que ça va, de matière aussi que ça va devoir impliquer?
Et un autre commentaire un peu sous-jacent, mais vous l'avez un peu remarqué, pointé du doigt rapidement sur une de vos diapositives, ça rejoint un peu mon commentaire premier là, c'est quand on parle un peu de changer les régimes alimentaires, et puis André l'a soulevé juste avant, il y a quelque chose d'intéressant qui a été mis en œuvre, étudié par l'INRAE, qui est que on a tendance à dire qu'il faut baisser la consommation de viande, notamment de la viande rouge, que c'est meilleur pour la santé, mais tout dépend de la catégorie socio-économique. Et ils ont mis en avant, par exemple, que des personnes des catégories les plus défavorisées, pour elles, c'était au contraire meilleur pour elles d'un point de vue santé de consommer plus de viande que les catégories socio-économiques plus aisées ou plus favorisées. Donc en fait, c'est OK changer l'assiette du consommateur, mais ça a plein de conséquences et de répercussions, notamment en termes d'éducation de la population, et qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Ouais, merci beaucoup. Sur le premier point, la réponse c'est oui. En fait, la commande de Bertrand et Julien n'était pas évidente, même si j'avais beaucoup de temps. Et donc, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qu'on fait à des niveaux plus fins. Mais en fait, le travail qu'on a essayé de conduire, et là, on vient de le terminer en Champagne-Ardenne avec les céréaliers. Alors, il n'y avait pas d'éleveurs là-bas, mais enfin, il y en a, mais c'est pas ceux avec lesquels on a bossé. Où justement, on descend au niveau des territoires sur des typologies de fermes assez précises. Et on regarde à la fois les transformations techniques et les bilans économiques que ça suppose. Donc on a fait ça avec la Chambre, avec Terra Solis, avec les acteurs du territoire. Et c'est vrai que c'était assez riche. Mais par contre, évidemment, la contrepartie, c'est qu'on raconte des histoires qui sont beaucoup plus réformistes et de court moyen terme. On ne renverse pas la table comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on peut se donner, on va dire, un horizon un peu lointain en se disant c'est vers ça que, et puis on regarde mais concrètement là avec les 10 types de fermes que j'ai en grande culture en Champagne-Ardenne, quelles sont les marges de manœuvre. Donc oui, après c'est quand même des choses qui sont assez coûteuses à faire, mais voilà, c'est hyper intéressant et voilà. Et sur le deuxième point, donc je fais un peu de réclame là. En fait, on a, avec l'appui d'un conseil scientifique composé notamment de l'INRA, mais pas que, fait un travail qui sera publié à la fin de l'année, où en gros, on a décomposé la société française en 12 catégories. Alors vous allez dire faire des boîtes, c'est toujours emmerdant parce qu'on ne veut pas être dans cette boîte, etc. Bon, c'est un outil de pensée, c'est pas la vérité. Et ces catégories-là, on les a représentées à la fois du point de vue de leur pratique alimentaire tangible, en termes de grammes de trucs, alors c'est des données un peu vieilles, c'est des données K3, et puis à travers une littérature en socio assez abondante qu'on a compulsée, on avait une collègue qui a fait que ça depuis un an, on a caractérisé en fait les rapports à l'alimentation et plus généralement aux normes sociales de ces 12 groupes, pour essayer de regarder en fait dans ces groupes-là où sont les marges de manœuvre en fait, en termes de changement de pratique, et qu'est-ce que ça suppose comme changement de leur environnement alimentaire ou comme changement de leur rapport aux autres. Et en fait, on voit que c'est très différent d'un groupe à l'autre. Après, je suis un peu surpris sur la partie nutritionnelle, là, parce que nous, on avait fait un boulot qu'on avait fait valider par Darmon à l'INRA, où en fait, ce qu'on voit, c'est qu'entre les catégories socio-professionnelles, donc de revenus et de diplômes, il y a très très peu de différence sur la prise protéique totale. En fait, et en réalité, la différence principale qu'il y a, c'est que les CSP+, elles bouffent plus de produits laitiers, parce que c'est plus cher. Mais qu'en fait, sur la prise de viande en tant que telle, il y a très peu de différence. Alors, je suis hyper intéressé pour avoir vos refs. En fait, c'est pas trop des différences de consommation, c'est ce que le graphique montrait, c'est que plus la personne en question consommait de la viande, donc plus on augmentait la consommation de viande dans une catégorie socio-professionnelle défavorisée, mieux c'était d'un point de vue santé pour ces personnes-là, alors que pour les catégories socio-professionnelles plus aisées, c'était l'inverse. C'est que souvent une consommation accrue de viande était associée à une consommation d'autres produits aussi, qui du coup étaient plus néfastes pour la santé. Ouais, c'est plus une demande, si vous pouvez détailler davantage ce que serait la filière bovin-viande allaitante dans le scénario TIFA. Merci. Très bonne question. Donc en fait, dans TIFA, c'est Xavier qui s'est occupé de la partie bovin-viande, mais je peux quand même en parler.
Donc, dans TIFA, d'abord, 80% du cheptel bovin, c'est de la double faim. C'est du laitier, c'est du race mixte. Et il y a 20% en fait de systèmes allaitants, mais du coup c'est assez peu. Et ces systèmes allaitants, c'est des systèmes en bœuf rajeuni, enfin pas tellement rajeuni, en fait à 36 mois, donc moins bon qu'ici, puisque là, je reprends ce que disait André, on n'a pas intégré le fait que vous pouvez sortir des bœufs à 27 mois ici. Voilà, avec un finissage en 5, je sais plus si c'est 5 ou 6 mois, voilà, au grain, un peu standard quoi, mais le reste à l'herbe. Voilà. Alors la régionalisation, c'est Xavier qui l'a faite, et là je vais dire des bêtises si je m'exprime. Je vais pas te répondre. Merci pour la présentation. Une question sur la prise en compte du changement. Alors je sais que l'étude date d'il y a déjà 6 ans, mais dans les scénarios, sur la projection des rendements en termes de changement climatique, comment ça a été intégré? Et une deuxième question sur la partie cycle de l'eau, qui n'est pas une question qui a été abordée, enfin en tout cas qui est abordée que depuis quelques années. Et du coup, sur la variabilité du cycle de l'eau à l'échelle des écosystèmes et comment ça peut ou pas s'intégrer dans ce type de modèle. Voilà. Rapidement sur les projections de rendement et les projections climatiques. Donc dans le scénario initial, dans la version de 2018, c'est pas qu'on l'avait pas pris en compte, c'est qu'on l'a pas intégré explicitement dans le modèle, en s'appuyant sur les données de l'agence européenne environnementale, qui en gros permet de montrer que les gains de rendement au nord compensent les pertes de rendement au sud, pour faire très court, à l'échelle européenne. Hein. Et ensuite, dans la régionalisation qu'on a faite, qui n'est pas publiée, et j'en suis désolé, là on a fait un travail plus fin à l'échelle des régions NOTS 2 au niveau européen. Et là, on a appliqué au rendement bio qu'on avait regardé les évolutions de rendement envisagées par, encore une fois, l'Agence de l'environnement européen pour ces régions-là. Et après, on a vérifié que ça bouclait avec le cycle de l'azote. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, même en régionalisant, le bilan azote, il tient. Voilà. Et sur la question sur l'eau, il y a deux réponses. Il y a la réponse simple et la réponse compliquée. La réponse simple, et qui peut donner l'impression que je botte en touche, c'est dire que dans un système comme celui de TIFA, effectivement, on est quand même sur des cultures qui sont moins gourmandes. Enfin, la solde en maïs, elle est divisée par 4 au moins. Enfin, voilà. Ça veut pas, en même temps, il y a beaucoup de soja. Donc, en contrepartie, il y a aussi, oui, c'est pas mieux. Donc voilà. Et donc voilà, la réponse simple, c'est de dire oui, on aura moins besoin d'eau, mais en fait, en même temps, c'est pas si simple. Et la réponse compliquée, c'est celle que mon collègue Patrice Dumas au CIRAD y construit. Mais moi, j'ai pas la réponse parce qu'il n'a pas fini de développer son modèle. Et c'est d'avoir un modèle qui couple le modèle de culture et modèle hydrogéographique, et c'est quand même sacrément merdique. Enfin, voilà. Bien, on n'a plus qu'à te remercier, Pierre-Marie, pour l'ensemble de cette présentation et tes réponses. Je pense que c'est un point de vue différent qu'on n'a pas régulièrement l'habitude d'entendre sur ce scénario, sur ces hypothèses, sur cette place de l'azote de façon cruciale au niveau adaptation et atténuation. Donc je crois que c'est crucial dans notre façon aussi, nous, dans l'accompagnement agricole, de faire notre métier demain. Donc merci beaucoup. Merci à vous.